Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un mythe vraiment tenace, une énigme qui nous fascine depuis des siècles. L'Atlantide. Vous savez, cette cité incroyable, hyper avancée, et puis paf, engloutie. Il y a quelque chose de magnétique là-dedans, ça ne faiblit pas. Et ce n'est pas juste une vieille légende pour faire rêver, non, non. Ça continue de nourrir l'imagination, bien sûr, mais aussi des recherches très sérieuses. Alors, notre but aujourd'hui, ça va être de naviguer un peu dans tout ça. On va explorer le mythe, oui, mais avec un angle précis, la mer Égée. On va regarder les indices archéologiques, les données géologiques qu'on a maintenant sur cette région, le berceau de civilisations antiques incroyables. Ok, déballons ça. Est-ce que cette zone, ce cœur du monde antique, pourrait détenir des clés sur ce mystère? Même des petits bouts de clés? C'est une excellente manière d'aborder la question, je trouve. Pour cette analyse, on part évidemment des textes de Platon, le Timée, le Critias, écrits vers 360 avant notre ère. C'est la base, la source numéro 1, impossible de faire sans. Mais on va les confronter avec des choses beaucoup plus récentes. Je pense au rapport de fouilles, par exemple, à Despotico, ou juste à côté, Tsimindéri. L'archipel de Fourni aussi, très important. Et bien sûr, à Crottieri, le site de Santorine, absolument crucial. Et on va aussi intégrer les études géologiques sur le niveau de la mer, le volcanisme, et puis les synthèses académiques qui existent, qui pèsent le pour et le contre des différentes hypothèses. D'accord. Donc précisons notre mission. L'idée, c'est pas de dire « ça y est ». On a trouvé l'Atlantide, soyons clairs, personne n'a réussi ça. Non. Notre but, c'est plutôt de tisser des liens, de comparer le récit de Platon, avec toute sa force, et les faits scientifiques, les découvertes de terrain sous l'eau. Qu'est-ce que ça nous apprend vraiment sur les peuples de l'Égée, leur monde, leur histoire? Et puis, est-ce que cette idée d'une Atlantide égéenne, est-ce qu'elle tient la route? Est-ce que c'est juste une fable, une mémoire déformée, ou autre chose? Voilà un peu le cap qu'on se fixe. Alors, commençons par Platon. Son histoire, dans ses dialogues, elle est incroyablement précise quand on y pense. Il parle d'une île immense, plus grande que la Libye et l'Asie réunies, bon, ça situe déjà, située au-delà des colonnes d'Hercule, et au centre, la capitale, Atlantide aussi. La description est fascinante. Une acropole, des palais, des temples magnifiques. Un temple pour Poséidon couvert d'or et d'argent. Et cette structure en anneaux concentriques. Terre, mer, reliés par des ponts, des canaux, c'est une vision d'urbanisme assez folle. Platon nous dépeint aussi une société super organisée, richissime. Ils tirent tout de leur île. Métaux, bois, agriculture de pointe, même des éléphants. Et militairement, c'est une superpuissance. Une flotte énorme, une armée qui va conquérir jusqu'en Égypte, en Italie. L'image parfaite de la grande puissance mythique. Mais voilà, le succès leur monte à la tête. La richesse, le pouvoir, ça les corrompt. L'orgueil, toujours. C'est ça, c'est le fameux hubris grec, la démesure. Et qui dit hubris dit, punition divine. C'est presque automatique dans la pensée grecque. Alors, selon Platon, Zeus voit ça, cette décadence, et il décide de frapper fort. Le texte parle de tremblement de terre et inondation extraordinaire. Et là, la phrase clé, « Dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, l'île Atlantide disparaît en s'abîmant dans la mer. » C'est cette fin brutale, totale, qui a vraiment marqué les esprits. L'Atlantide devient l'exemple même de la grandeur foudroyée, de la civilisation balayée. Et après Platon, l'histoire de cette histoire est intéressante aussi. Pendant des siècles, on a surtout vu ça comme une allégorie, une fable philosophique. Mais au XIXe siècle, boum, regain d'intérêt pour une Atlantide réelle. C'est Ignatius Donnelly, en 1882, avec son livre Atlantis, The Antediluvian World, qui met vraiment le feu aux poudres. Donnelly, c'était un politicien américain, un écrivain. Il soutenait que l'Atlantide avait non seulement existé, mais qu'elle était la mère de toutes les civilisations. Carrément. Une sorte de source originelle. Et ça tombe pile au moment où l'archéologie fait des découvertes majeures, non? Pompéi, Herculanum qu'on redécouvre, et puis surtout Troie. Schliemann qui prouve que Troie, la ville d'Homère, c'était pas juste une légende. Ça a dû créer un climat où on se disait « et pourquoi pas l'Atlantide ?» Exactement. Chaque nouvelle ruine sortie de terre, ça ravivait l'espoir. Si on a trouvé Troie, pourquoi pas l'Atlantide? L'idée semblait moins folle, soudainement. Et ce qui est fascinant, c'est comment ce mythe a traversé le temps. Il est devenu un symbole hyper puissant. Le paradis perdu, l'âge d'or,
Oui, mais aussi un avertissement sur la fragilité de nos sociétés. Et cette quête, même sans trouver l'Atlantide, elle a poussé à explorer. Indirectement. Justement, parlons-en de ces explorations. Les sources qu'on a consultées parlent de découvertes archéologiques assez spectaculaires en mer Égée ces dernières années. Est-ce que ça commence à dessiner un tableau qui rappelle un peu le mythe, ou est-ce que ça nous raconte tout autre chose? Alors là, on entre dans le vif du sujet. Et c'est complexe, disons-le tout net. Aucune de ces trouvailles n'est l'Atlantide, telle que décrite par Platon. Faut pas rêver. Par contre, elle nous donne une image de l'Égée antique qui est beaucoup plus riche, plus dynamique qu'on pensait. Et surtout, elles apportent des éléments très concrets qui font écho à certains aspects du mythe. Je pense aux sites engloutis, aux catastrophes. Vous avez des exemples précis qui viennent de nos sources? Bien sûr, prenez Despotico. C'est un petit îlot, près de Paros. On y a trouvé un sanctuaire immense, dédié à Apollon, datant du VIe siècle avant Jésus-Christ surtout. Des dizaines de bâtiments, des milliers d'objets, des statues. Ça montre une société cycladique déjà très organisée, prospère, connectée. Bien avant Athènes, hein. Ce n'est pas l'Atlantide, d'accord, mais ça montre le niveau qu'on pouvait atteindre dans l'Égée ancienne. D'accord. Et pour le côté englouti, alors? Ah voilà, c'est là qu'intervient le site juste à côté, Timididiri. En face de Despotico, mais sous l'eau, à quelques mètres de fond. Les archéologues ont trouvé des tombes antiques, certaines très vieilles, de la civilisation cycladique, d'autres plus récentes, de l'époque classique. Le fait qu'elles soient sous l'eau, c'est une preuve directe, ça. Irréfutable. Ça montre que le niveau de la mer a monté et a recouvert des zones qui étaient utilisées. Ces tombes sous-marines, c'est frappant. Encore une fois, pas l'Atlantide, mais ça prouve que oui, des terres habitées ou utilisées ont bien été englouties dans le coin. Ça rend l'idée moins abstraite, non? Ah oui, complètement. Ça ancre l'idée dans une réalité archéologique. Et vous parliez de l'archipel de Fourni aussi? Oui, Fourni. Plus à l'est, ça. Entre Samos et Icari. Là, c'est phénoménal pour l'archéologie sous-marine. Ils ont trouvé plus de 60 épaves en quelques années. Ça va de l'âge du bronze jusqu'à l'époque romaine et même après. C'est un véritable cimetière de bateaux. Avec leurs cargaisons qui venaient de partout, Égypte, Syrie, Italie, mer Noire. Ça nous montre une mer Égée qui était une vraie autoroute maritime, un trafic intense. Bon, ça prouve pas l'Atlantide, mais ça colle avec l'idée d'une région hyper connectée, avec une forte puissance navale, même si l'échelle est différente de celle de Platon. Et puis il y a Santorin, l'ancienne Terra. On le cite souvent celui-là comme candidat potentiel. Santorin, c'est le dossier clé, effectivement, le site d'Akrotiri. C'est juste exceptionnel. Une ville portuaire minoenne hyper florissante vers 1600 avant Jésus-Christ. Très avancée pour l'époque. Et elle a été ensevelie complètement, comme Pompéi, mais bien avant, sous les cendres d'une éruption volcanique. Mais alors une éruption cataclysmique. La conservation est incroyable. Les maisons, les fresques magnifiques, les objets, tout est resté figé. C'est une photo instantanée d'une société égéenne de l'âge du bronze. Mais le lien avec l'Atlantide, c'est surtout la façon dont ça s'est terminé, j'imagine. Exactement. Akrotiri, c'est la preuve, là aussi archéologique et géologique, qu'une civilisation avancée a réellement été anéantie soudainement, violemment, par une catastrophe naturelle majeure dans cette région. L'éruption de Terra, c'était monstrueux, l'une des plus grosses des derniers millénaires. Ça n'a pas juste détruit Akrotiri, ça a sûrement provoqué un tsunami terrible qui a frappé la Crète, d'autres îles, ça a eu des impacts sur le climat. Donc Akrotiri, ce n'est pas l'Atlantide de Platon, la date colle pas, la description non plus, mais sa destruction, elle offre un modèle, un précédent historique réel pour le genre de catastrophe décrit par Platon. Ça rend l'idée d'une île engloutie, moins mythique. C'est vrai que si on met tout ça bout à bout, Despotico, la richesse, Timidiri, la submersion, Fourni, les échanges, Akrotiri, la catastrophe, on a une image assez forte de l'Égée antique. Mais est-ce que la géologie de la région elle-même, elle pourrait supporter un scénario à plus grande échelle, type Atlantide? Vous parliez d'un plateau cycladique? Oui, c'est un point essentiel. La géologie de l'Égée, elle est, très vivante. D'abord, faut imaginer la région à la fin de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, quoi. Le niveau de la mer était bien plus bas, environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Donc, une bonne partie de ce qui est sous l'eau maintenant était à l'air libre. Des chercheurs, comme Christos Jonis, qui est géologue et archéologue sous-marin, ont avancé l'idée d'un plateau cycladique.
L'idée, c'est que les Cyclades, les îles qu'on connaît, n'étaient pas séparées comme aujourd'hui. Elles étaient reliées, formant une grande masse de terre. Une sorte de méga-île ou de péninsule au milieu de l'Égée. Une grande île? Là, ça commence à résonner un peu avec Platon, hein, quand même. Hein. Et ce plateau, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, avec la fin de la glaciation, les glaces fondent, le niveau des mers remonte, assez vite même par moment. Et ce plateau cycladique, qui n'était pas très élevé, il s'est fait submerger petit à petit. Le point qui trouble, c'est la date. Platon, il dit que l'Atlantide a disparu 9000 ans avant lui. Ça nous met vers 9600 avant Jésus-Christ. Et cette date, justement, elle correspond pile à une période où le niveau marin est remonté très vite après la glaciation. Une période où ce plateau aurait pu être largement inondé. Donc si l'hypothèse du plateau est bonne, on a potentiellement une grande terre dans l'Égée qui disparaît sous les flots, à une époque qui coïncide de façon assez frappante avec celle de Platon. C'est troublant comme coïncidence, mais est-ce qu'on a des preuves d'une civilisation avancée sur ce plateau à cette époque lointaine, vers 9600 avant Jésus-Christ? Ah, c'est là que ça coince. On a des traces d'occupation humaine dans les Cyclades anciennes, oui, mésolithique, néolithique. Mais trouver les restes d'une civilisation aussi brillante que celle de Platon, datant de 9600 avant Jésus-Christ, sur ce plateau qui est maintenant sur plus de 100 mètres d'eau, c'est extrêmement difficile, voire impossible avec nos moyens actuels. Les preuves archéologiques, elles manquent cruellement pour dire qu'il y avait une telle civilisation à cette date-là. Donc on a une coïncidence géo et chrono qui est intrigante, oui, mais pas de preuves archéologiques d'une Atlantide sur ce plateau. D'accord. Et en plus de l'eau qui monte, il y a les volcans et les séismes dont on a parlé avec Santorin. Absolument. L'Égée, c'est un carrefour de plaques tectoniques. C'est une des zones les plus sismiques d'Europe. Les tremblements de terre, c'est fréquent, et ça peut être très violent. Et puis, il y a cet arc volcanique actif, Santorin, bien sûr, le plus célèbre, mais aussi Métana, Milos, Nisyros. L'éruption de Terra, vers 1600 avant Jésus-Christ, ça reste l'événement majeur qu'on connaît. On estime sa puissance des centaines de fois Hiroshima. Ça a craché des kilomètres cubes de cendres, ça a créé la caldeira qu'on voit aujourd'hui, et surtout le tsunami, des vagues de plusieurs dizaines de mètres par endroit. On a retrouvé les traces en Crète, en Turquie, même jusqu'en Israël. Donc pour résumer la situation géologique, l'Égée, ça combine tout. Gros séisme possible, éruption volcanique énorme capable de faire des tsunamis, et une histoire prouvée de terre engloutie par la montée des eaux. Si on cherche un décor plausible pour une histoire de cité engloutie par une catastrophe, l'Égée, elle coche pas mal de cases. Ça pose une question importante. Même si on n'a pas trouvé l'Atlantide, est-ce que la région n'a pas connu des événements qui auraient pu inspirer ce genre de récit? C'est vrai que le portrait géologique est assez parlant. Mais l'Égée n'est pas la seule piste envisagée. D'autres idées ont été lancées, parfois très loin de la Grèce. Les sources en citent quelques-unes. Ah oui, la quête de l'Atlantide, ça a mené un peu partout sur le globe. Une hypothèse qui revient souvent, défendue par le professeur grec Papamérinopoulos par exemple, c'est l'Espagne, la région du parc de Doñana, l'ancien estuaire du Guadalquivir. L'idée, c'est que les colonnes d'Hercule, ce serait Gibraltar. Et la description de Platon pourrait coller avec cette plaine marécageuse andalouse qui aurait pu être frappée par un tsunami. On a repéré des formes géométriques par satellite, mais les fouilles, pour l'instant, ça n'a rien donné de vraiment probant. Et plus près, en Grèce même, il y a l'histoire d'Élique. Élique, c'est un cas très intéressant, oui. C'était une cité importante sur la côte du golfe de Corinthe. En 373 avant Jésus-Christ, elle a été complètement rasée et engloutie. Séisme puis tsunami. Et ça s'est passé à peine 10 ans avant que Platon écrive ses dialogues sur l'Atlantide. La coïncidence est frappante quand même. Beaucoup d'auteurs antiques ont parlé de la catastrophe d'Éliquée. Donc il est très très plausible que Platon connaissait cette histoire et qu'il s'en soit inspiré au moins en partie pour décrire la fin de l'Atlantide. Éliquée, ce serait une sorte de mini-Atlantide historique, un exemple réel de cité engloutie qui a pu nourrir le mythe. On voit que les pistes sont vraiment diverses. Et les nouvelles technologies, l'exploration sous-marine, ça apporte quelque chose. Les sources mentionnent une découverte au large des Canaries. Oui, en 2024, des chercheurs espagnols et portugais ont fait une cartographie très détaillée d'un grand volcan sous-marin, à 500 km à l'ouest des Canaries. Ils l'ont appelé Los Atlantes. C'est un ancien groupe d'îles volcaniques, mais maintenant c'est super profond, entre 800 et 4000 mètres. Ça s'est effondré massivement. Ils ont même trouvé d'anciennes traces de rivage. Bon, attention, ce n'est pas l'Atlantide de Platon, hein. C'est beaucoup trop profond, trop ancien, mais ça montre de façon spectaculaire que oui, des grandes terres, peut-être des îles habitables autrefois, ont bien disparu sous l'océan Atlantique.
Ça alimente l'imaginaire et ça montre que l'idée de terre engloutie, c'est pas juste une légende. Par contre, il faut rester clair. Malgré toute la technologie qu'on déploie, les sonars, les robots sous-marins, les analyses, on n'a jamais trouvé la moindre trace archéologique probante de la civilisation décrite par Platon. Ni en Méditerranée, ni dans l'Atlantique, nulle part. Le consensus scientifique aujourd'hui, il est assez net là-dessus. Aucune preuve matérielle que l'Atlantide de Platon ait réellement existé. Toutes les localisations proposées, elles se heurtent à des problèmes majeurs. Les dates collent pas, la géographie colle pas, et surtout, on ne trouve rien qui corresponde. Et pourtant, malgré ce manque de preuves, l'Atlantide, elle nous lâche pas. On la retrouve partout. Livres, films, jeux, docus. C'est comme si on avait besoin d'y croire, à cette histoire de grandeur perdue, de paradis englouti. C'est un avertissement peut-être, mais aussi une quête d'origines idéales. C'est toute la force du mythe, ça. L'Atlantide, c'est devenu un archétype, universel, la civilisation perdue par excellence. Ça incarne à la fois le sommet de ce que l'homme peut faire et sa fragilité face à ce qu'il dépasse. Et vous avez raison, cette fascination, elle a eu des effets. Indirects, mais réels. La recherche de l'Atlantide, même si elle n'a pas abouti, elle a poussé à explorer les fonds marins, à développer l'archéologie sous-marine. Chaque fois qu'on trouve une épave, une structure sous l'eau, une cité engloutie comme Tonis Héracléon en Égypte ou Pavlopétrie en Grèce, ça ravive un peu cet espoir, cette curiosité pour les mondes disparus sous les flots. Donc, si on doit conclure aujourd'hui, l'Atlantide de Platon reste très probablement ce qu'elle était sûrement au départ. Une construction philosophique, littéraire, qui utilise peut-être des souvenirs déformés d'événements réels, Terra et Lycée, pour faire passer un message moral, politique. Mais c'est un mythe d'une richesse incroyable. Productif. Il nous rappelle sans cesse qu'il y a encore des mystères dans les océans et que les civilisations sont, à double tranchant. Capables du meilleur, mais toujours fragiles. En ce sens, même si elle est fictive, l'Atlantide continue de nous parler et d'alimenter notre envie de comprendre le passé. Si on résume les points importants, on a d'un côté ce récit de Platon, très fort, très détaillé, une utopie insulaire, une chute terrible, et de l'autre, on n'a toujours pas de preuve archéologique directe. Rien pour dire « c'était là ». Par contre, ce qu'on trouve en Mérégée, c'est concret et c'est important. Acrotiri, qui montre qu'une destruction cataclysmique, c'est possible. Fourni et ses épaves, qui montrent l'intensité des échanges. Simon Diri, qui prouve que, oui, des terres ont été englouties. Tout ça, c'est pas l'Atlantide, mais ça nous apprend énormément sur le monde des géants. Et puis, il y a la géologie de la région. Volcans, séismes, tsunamis, montée des eaux. C'est un décor plausible pour ce genre d'histoire. Mais voilà, le décor est là, mais l'acteur principal, l'Atlantide de Platon, manque à l'appel archéologiquement. Si on connecte tout ça, on voit bien comment des réalités géologiques, des événements réels ont pu se mélanger avec des mythes, des traditions orales, une réflexion philosophique pour donner naissance à une histoire aussi puissante et durable. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Au-delà du mystère qui reste entier, je crois que même sans trouver l'Atlantide, cette quête et ce qu'elle nous fait découvrir, c'est précieux. Ça nous plonge dans la complexité de ces anciennes civilisations méditerranéennes, leur richesse, leurs échanges incroyables, mais aussi leur fragilité face à une nature puissante qui donne et qui reprend. On découvre des mondes bien réels, des sociétés humaines qui étaient confrontées, elles aussi, aux catastrophes, aux changements environnementaux. C'est une leçon d'histoire, de résilience, d'adaptation, mais aussi d'humilité peut-être, face à la nature et face à nous-mêmes. C'est une fenêtre sur notre passé. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Et si l'erreur, c'était de chercher un seul endroit, une seule catastrophe qui colle parfaitement à Platon? Si l'Atlantide, c'était plutôt une construction, un symbole, une sorte de mémoire collective condensée, inspirée par plusieurs événements réels, par le souvenir de plusieurs cités ou terres disparues. On pourrait y voir l'écho de Terra, oui, des Lycées, sûrement. Peut-être d'autres catastrophes plus anciennes encore, liées à la montée des eaux après la glaciation, dont le souvenir s'est transmis, transformé. Qu'est-ce que cette idée, le mythe comme une mosaïque de traumatismes et de souvenirs, nous apprendrait sur la façon dont les anciens géraient la mémoire des désastres? Comment ils forgeaient, à travers des récits comme celui-là, une conscience de la fragilité de leur monde? C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.